Donc voilà, et bien sur ce, je vais vous dire au revoir à tous. Encore merci pour tout, et on se dit à très vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu. Mais peut-être pas cette semaine, on va pas se mentir. À part les vidéos qui viennent de sortir là, on va se calmer, hein, je vais me reprendre un peu de pause. Ah, j'en peux plus. On va enfin pouvoir se reposer un peu après tout ce bordel. Là, quand faut y aller, The Things I Do for Love. Et ouais, on est de retour et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Ici c'est Ketal, bonjour à toutes et à tous. Et malgré la fatigue et malgré le fait que je pensais vraiment avoir une fin de semaine plutôt tranquille, avec un week-end plein de bonnes activités et des trucs super cool à faire, bah, le week-end est annulé. Et en plus de ça, Ravensburger a vu que j'étais crevé et a décidé d'envoyer pouf comme ça le spoil du chapitre 3. Let's go. On est parti pour une vidéo qui ne peut pas trop attendre évidemment, parce que sinon tout le monde en aura déjà parlé et il y aura moins d'intérêt à ce que je le fasse moi-même. Qu'est-ce qui se passe de beau dans le monde de l'Orcana? Eh bien, ce qui se passe de beau, c'est qu'alors qu'il y avait déjà eu des leaks du chapitre 3, et j'en ai pas parlé parce que je ne parle que de ce qui est montré officiellement et pas officieusement, et donc je pouvais pas en parler avant, du fait qu'il y avait des leaks du chapitre 3 et des cartes à voir sur internet. Mais là, on a enfin des choses intéressantes à voir parce qu'on a enfin le chapitre 3 qui est annoncé Into the Inklands en anglais. En français, euh, c'est les terres d'encre. Retour sur les terres d'encre, je me souviens même plus. Bref, c'est les terres d'encre, le terme Inklands. Mais je vais quand même dire Into the Inklands pour l'instant parce que je me souviens plus du titre en français, ce qui est bien dommage pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors là, on va regarder depuis le site de Musho Report, qui est un site très intéressant parce qu'ils font beaucoup de news sur plein de choses liées à l'univers de l'Orcana. Vraiment un bon site en anglais, mais quand même à regarder si vous voulez voir un peu plus de choses. Et qu'est-ce qu'on a de beau? En fait, on a pas mal de nouvelles choses, dont des très intéressantes pour le milieu compétitif, vous vous en doutez. Alors que mon chat a trouvé un bout de papier par terre et va jouer avec, ce qui va peut-être occasionner du bruit, auquel cas je m'en excuse. Ouais, cette vidéo est un peu faite à l'arrache. On est parti pour voir un peu de quoi il en retourne. Donc, au niveau des produits, on est sur une offre qui est très similaire à celle du chapitre 1, avec des starter decks, seulement deux, comme le chapitre 2 pour les coups. Pour leur couleur, je m'en souviens plus. Attendez, je vais trouver ça. Voilà, c'est marqué là devant moi en fait. Donc il y aura un deck ambre émeraude, donc jaune-vert, très intéressant peut-être pour les futurs decks défauts sous rush. Et un deck... Non mais oh Freya! Désolé pour ce petit cut, il a fallu que j'intervienne auprès du chat qui faisait décidément trop de bruit. Donc nous avons, je disais, un deck ambre émeraude, donc jaune-vert, peut-être rush, peut-être défausse, on verra tout ça. Et nous avons un deck rubis saphir bleu rouge. C'est marrant quand même parce que ces deux duos de couleurs sont des duos de couleurs qui sont potentiellement très jouables au chapitre 2. Donc c'est un peu marrant de les voir un peu revenir de cette manière-là dans les starter decks du prochain chapitre. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur la boîte du deck ambre émeraude, nous avons Peter Pan et Pongo, si je ne me trompe pas. Mais sur le deck Ruby Saphir, nous avons ce qui ressemble à une Moana et surtout nous avons un Picsou. Enfin, l'arrivée de notre cher oncle Picsou dans le jeu, ce qui est quand même super cool. À côté de ça, nous avons encore une fois le Trove, comme pour le chapitre 1. Nous avons le Gift Set, donc l'espèce de boîte avec les grandes cartes géantes, j'imagine, si c'est comme pour le chapitre 1. Nous avons les boosters avec le même prix. Nous avons de nouvelles sleeves et de nouvelles deckbox, ainsi que deux nouveaux playmats. On voit un peu tout ici, je sais plus si on voit les choses un peu plus en bas. Non, en bas, il y a d'autres choses. Donc je vais peut-être agrandir un peu l'image pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, attendez, si j'agrandis un peu et que je zoome un peu sur les trucs... je peux bouger l'image de comme ça? Non, je peux pas bouger l'image si on fait comme ça, c'est un peu nul. Quand même pas pratique des fois les navigateurs internet, hein. Mais bon, ici vous voyez, ouais mais vous voyez pas tout avec le truc. Bon bref, vous avez l'idée générale, vous voyez à peu près les choses.
Donc Deckbox Picsou, Deckbox, l'autre personnage, je sais pas qui c'est, on dirait un Stitch, mais je suis vraiment pas sûr de loin. Je mettrai les images en grand, comme ça vous les aurez de toute façon, on va se débrouiller. Par contre, les tapis, c'est Stitch et Moana, et j'avoue qu'ils sont quand même vachement cool, pour le coup. Moins bien que le Winnie, mais quand même plutôt joli. Je pense que le Moana, on voit pas le coin supérieur droit, mais je pense vraiment que le Moana, il y a moyen qu'il soit magnifique, selon ce qu'il y a là-haut. Ce qu'il y a à retenir en dehors de ça, en dehors de tous ces nouveaux trucs à voir, nous avons, vous le voyez, un nouveau type de carte, et donc on va pouvoir un peu théoriser sur comment ça marche. Ce qu'on sait, c'est que ce sont donc des lieux, des locations, c'est marqué. Ce sont des cartes donc qui se joueront à l'horizontale. Je pense que vu que ce sont des cartes qui se jouent à l'horizontale, elles ne seront jamais inclinées. On verra si jamais ça arrive ou pas, mais à mon avis, ce ne sont pas des cartes qui s'inclinent pour des effets. Et je vais péter un câble. Les chats sont en train de faire n'importe quoi parce que je suis surexcité moi-même devant tant de nouvelles choses. Et donc, nous avons des nouveaux types de cartes, des lieux. Ces lieux, ce qu'on sait pour l'instant, au vu des cartes qu'on a vues, etc., c'est qu'on va pouvoir mettre des personnages dedans. Donc les personnages vont aller sur les lieux et sûrement avoir des bénéfices. De ce qu'on voit sur la carte, ma théorie, et donc il faut voir si jamais c'est vrai, c'est que ce qui est le plus à gauche de la carte, le 1, ça sera le coup pour mettre un personnage dans le lieu. Par exemple, vous avez, je sais pas, un Aladdin. Pour qu'Aladin il aille dans la Forbidden Mountain, vous payez 1 et paf, il est dedans. Qu'est-ce que ça change qu'il soit dedans? Déjà, je pense que le petit bonus de l'or qui est à droite, c'est le bonus qu'il aura en étant dans le lieu. Donc en étant dans un lieu, vos personnages vont avoir plus de l'or et donc pouvoir générer plus de points, etc. Évidemment, pour mettre un lieu en jeu, il y aura un coup qui est dans le coin supérieur droit ici, parce que la carte dans votre main, elle sera quand même dans le bon sens. Mais voilà, chose à savoir. Pour moi, la seule interrogation, c'est le 6 à côté. Il est assez clair que c'est 6 points de vie. Il y a même des cartes qui jouent sur le fait qu'on puisse infliger des dégâts au lieu, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est des points de vie pour le lieu, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ce sont les points de vie qu'on doit enlever au lieu afin de pouvoir ensuite mettre des points de dégâts sur le personnage? Ou alors, est-ce qu'à l'inverse, ce sont des points de dégâts qu'on peut mettre sur le lieu seulement si jamais il n'y a pas de personnage dessus? Pour l'instant, dans les règles, on ne peut défier que des personnages. Donc, quand on défie le personnage, est-ce que c'est lui qui prend les dégâts ou est-ce que c'est le lieu qui prend les dégâts? Est-ce qu'on peut défier un lieu seulement quand il n'a plus de personnage dessus? Il faudra voir tout ça. Moi, j'ai un peu encore, pour ma part, j'ai encore un peu l'hésitation là-dessus. D'un côté, ça changerait aucune règle du jeu de dire je défie le personnage et c'est le lieu qui prend les dégâts à la place, parce qu'on défie toujours des personnages et jamais le lieu. Maintenant, je trouverais ça plus logique dans un sens que le lieu il est là et en fait le personnage il le protège. Et donc il faut d'abord frapper le personnage avant de pouvoir vraiment frapper le lieu. Maintenant on verra ce que ça va donner, mais ça rend les choses très intéressantes parce qu'on va avoir des cartes qui vont rester sur le terrain, un peu à la manière des objets, mais avec lesquelles on va pouvoir mettre des personnages dessus et les renforcer. Là, sur la Forbidden Mountain, on voit juste un petit point de l'or, donc peut-être que c'est juste le truc de base. Il y aura peut-être des lieux un peu plus chers qui permettront de donner d'autres capacités, d'autres bonus, peut-être de la force, peut-être des points de vie, peut-être même, pourquoi pas, des capacités vraiment à part entière au personnage. Il faut voir, mais j'ai très hâte de voir ça. Et pour l'instant, au niveau des lieux qu'on a vus, il y a donc le château de Maléfice, qui est au-dessus. On a Motonui de Moana, donc le village, et le Jolly Roger de Peter Pan, donc le navire pirate. Pour l'instant, j'imagine qu'on aura un lieu par couleur. Peut-être qu'on montera à deux, mais je pense bien avoir un lieu par couleur, c'est déjà pas mal, parce que mine de rien, c'est des cartes qui vont enlever d'autres slots de cartes dans le jeu. Donc je suis un peu curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Et voilà. Certains vont donner des bonus juste parce qu'ils sont en jeu. Pour d'autres, il faut qu'il y ait des personnages qui viennent sur ces lieux. Voilà, il dit rien de plus. Nous avons de nouvelles cartes qu'on va pouvoir voir un peu ci-dessous. Minnie Mouse. Minnie Mouse pour 1, 0,3, mais quand elle est sur un lieu, elle gagne 2 d'attaque. Donc déjà, à mon avis, ça veut dire que quand un personnage est sur un lieu, qu'on attaque le lieu ou le personnage, on va quand même faire des dégâts de riposte, ce qui reste intéressant. Et pour le coup, pour 1, 2, 3, c'est vraiment pas dégueu comme stat, pour 1. Donc à voir à quel point les lieux peuvent arriver tôt dans la partie, parce que là, du coup, à moins qu'il y ait des lieux pour 1 aussi, c'est pas si ouf. Parce que ce personnage-là, si jamais il faut d'abord mettre un lieu, puis la jouer, c'est une carte à 1, et les cartes à 1, à part au tour 1, on les ancre, quoi, donc à voir. Nous avons Porcinet en version pirate. D'ailleurs, il y a un thème pas mal pirate, j'ai l'impression, dans ce chapitre. Donc Porcinet pour 2, 2, 2, mais si jamais vous avez 2 personnages ou plus en jeu, 2 autres personnages ou plus en jeu, ils gagnent 2 de l'or. Ce qui veut dire que tour 1, vous jouez un personnage,
Tour 2, vous jouez Porcinet. Et au tour 3, vous jouez un autre personnage. Vous avez 3 personnages en jeu si vous n'avez pas utilisé le personnage du tour 1. Et si c'est pas fait abattre par une carte grise par exemple. Et donc Porcinet pourra faire son petit 3 de l'or. Franchement, bah, je le trouve pas si mal ce Porcinet en deck rush. Il y a vraiment des trucs à faire je pense. Et enfin, Peter Pan, nous avons aussi pour 4, 3-3. Et une fois par tour, quand ce personnage bouge sur un lieu, on gagne du lore égal au lore du lieu en question. Donc, est-ce que tous les lieux auront du lore? Est-ce que le lore finalement ne s'ajoute pas au personnage, mais juste est un bonus qu'on peut avoir vers différentes choses? Je suis très curieux d'avoir les règles complètes de ça pour pouvoir un peu plus théoriser à quel point les cartes qu'on a vues jusqu'à maintenant sont fortes ou pas. Là, tel quel, bah, pour 4, c'est une 3-3 qui fait un de lore quand elle rentre en jeu. Même pas quand elle rentre en jeu, mais quand elle bouge sur un lieu, une fois par tour, parce qu'à mon avis, on peut bouger les personnages de lieu en lieu autant de fois qu'on veut, tant qu'on a l'encre pour faire ça. C'est pour ça qu'ils ont mis une fois par tour. Donc, on va voir comment ça marche. A noter quand même que c'est le premier effet, je crois, qui est du une fois par tour, sans forcément avoir besoin d'incliner le personnage. Donc c'est assez intéressant de voir que dans l'Orcana, il y a des choses qu'on va devoir traquer à des moments, c'est-à-dire devoir se souvenir. Typiquement, Peter Pan, si vous l'avez déjà fait, il faut se souvenir que vous l'avez déjà fait, pour pas le faire une deuxième fois. Jusqu'à maintenant, les cartes qui avaient des effets dangereux, c'est plutôt des trucs où on les incline. Donc, on va voir comment ça marche. On les incline, donc on les rentre en jeu, ou qu'on les bannit, bref, des moments précis. Là, c'est une fois par tour, donc bah écoutez, on va voir comment ça marche. Je suis assez curieux. Donc voilà, comme vous le voyez, on n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent, mais je trouve ça très intéressant, surtout le nouveau type de carte qui va amener beaucoup de choses quand même dans le jeu. Je trouve ça très cool. Et enfin, bien évidemment, tous ces nouveaux contenus, ces nouvelles deckbox, ces nouveaux tapis et le retour des Illuminator Trove et des gift sets, donc plein de contenus différents à acheter potentiellement pour vous faire plaisir. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse, je vais retourner me reposer. Il n'y aura pas de quête analyse samedi parce que j'ai vraiment besoin de repos en vrai, mais là il fallait quand même que je fasse cette vidéo. L'occasion était beaucoup trop tentante pour ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.